très souvent, et c'est un tort, l'histoire de Mayotte commence à l'arrivée des Français. Mais Mayotte existait avant. Mais bon, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de sources sur cette période avant 1841. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de documents à partir de la période d'arrivée des Français. Et à ce sujet, on a justement des documents dans la deuxième moitié du 19e siècle qui sont très intéressants parce qu'on voit l'arrivée de jeunes femmes que je dirais assez audacieuses, assez gonflées, je dirais entre guillemets, assez audacieuses, qui étaient ces jeunes femmes qui venaient de Sainte-Marie. Pourquoi elles venaient de Sainte-Marie? Parce que dans la deuxième partie du 19e siècle, Mayotte, Nosy-Be et Sainte-Marie étaient devenues des possessions politiques de la France et que la France avait ses représentants et elle organisait en fait des liaisons maritimes. Et à Sainte-Marie, il y avait des jeunes qui voulaient vivre leur vie, avoir des meilleures conditions de vie et qui ont commencé à bouger, à aller vers Nosy-Be et puis finalement à se dire on va aller à Mayotte. Et il faut savoir qu'à Sainte-Marie, qui était une ancienne possession de la France, les gens étaient citoyens français. On leur a enlevé en 1909, à partir du moment où ils ont été pris dans la colonie Madagascar indépendance, et ils ont beaucoup protesté. Et ces jeunes femmes qui n'étaient pas musulmanes, parce qu'il y avait une présence aussi des missionnaires, quand elles sont arrivées à Mayotte et qu'elles ont eu des relations de couple, mais pas du tout sanctionnées par un quelconque mariage, puisqu'elles étaient loin de leur famille, donc ce n'étaient pas des mariages à la malgache, elles n'étaient pas musulmanes, elles ont eu des enfants, et ces enfants, elles se sont dit, on va les inscrire à l'état civil français, enfin de droit commun. Et leurs enfants, c'est un certain Paul-Henri, qui a eu Clément, qui a eu un tel, et c'est la famille Henri, par exemple. Ces jeunes femmes, elles sont à l'origine des familles créoles de Mayotte, comme on les appelle, qui ont compté dans la vie publique de Mayotte, qui ont beaucoup compté dans la vie publique de Mayotte. Alors, vous voyez que si on fait l'histoire des femmes mahoraises, est-ce qu'elles ne sont pas forcément représentatives de toute l'île, mais en même temps, ce sont des femmes qui finalement ont eu un comportement audacieux, libre, plein d'initiatives, et ceci il y a assez longtemps. Bon, il y a le travail des archives orales est très précieux pour les gens qui voudraient se documenter sur les témoignages, en fait, de femmes sur leur vie. Il y a eu des tas de témoignages de femmes ordinaires, de femmes tout à fait modestes, mais qui ont raconté beaucoup de choses très intéressantes, et notamment au niveau des circulations. Je pense que c'est important de se rendre compte à toutes les époques, les femmes ont été amenées parfois à circuler, ou bien elles se sont mariées avec des gens qui venaient d'une autre île, d'un autre village, parfois de Madagascar aussi. Il y a eu tous ces brassages. Il y a eu des périodes donc, où la hiérarchie sociale était forte, surtout avant l'arrivée des Français. Il y a eu cet assujettissement général pendant la période coloniale. Finalement, il y a eu beaucoup de brassage de population, et ce qui s'est passé dans les villages, c'est qu'il y a eu une volonté d'égalité, il y a eu une volonté de partager dans l'égalité, et c'est là que des choses comme le chungu, ce fameux repas de chungu que l'on doit à sa classe d'âge et au village, c'est vraiment mis en place au final, fin 19e, début 20e. Ce sont des choses assez récentes et qui sont en train maintenant de s'effilocher pour deux raisons. La démographie ne permet plus de régaler tout le village, et puis on est parti sur d'autres formes de solidarité avec l'intervention de l'État. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit à travers les rituels de grand mariage, qui sont un bon lieu d'observation des changements sociaux, hein, il y a beaucoup de symboles qui sont joués dans le grand mariage, dans tous les rituels. Ce qu'on voit, c'est un retour d'une stratification sociale. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont pas. Ça va se jouer dans le grand mariage, et le grand mariage, maintenant, va copier un petit peu toutes ces grandes fêtes qu'on voit, par exemple, à la Grande Comore, vont être un peu récupérées à Mayotte, et on voit les choses changer. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est intéressant dans le grand mariage, c'est qu'il y a plus de dépenses ostentatoires, donc de hiérarchie, en fait. Moi, je fais mieux que les autres. Hein. Mais il y a aussi une affirmation qu'on est musulman, parce que le manzaraka, c'est quelque chose de très récent, mais qui met l'accent sur le fait qu'on chante des poèmes religieux et qu'on est musulman, et que ce mariage, c'est un mariage entre musulmans. Et puis dans d'autres fêtes, comme le Shigoma, par exemple, qui est mixte maintenant, on va voir que oui, mais maintenant on est aussi français occidentaux, et c'est l'égalité des sexes. Donc on a un mélange d'affirmations comme ça, assez contrasté de cette identité, toujours en bouquet un petit peu, hein, en bouquet de différentes choses.